Bonsoir à tous, vous êtes sur Monaco Info, soyez les bienvenus dans ce journal. Et à la une, ce samedi 16 mai, Nyck de Vries remporte le premier des deux e-prix de Monaco. Le pilote néerlandais, parti en deuxième position, a devancé le néo-zélandais Mitch Evans. Nous reviendrons sur toute cette journée avec l'un de nos commentateurs. Vous entendrez la réaction à chaud du grand vainqueur et juste après, nous vous donnerons rendez-vous dans la fan zone, le village du e-prix, ouvert gratuitement au public. De nombreuses animations y sont proposées pour le plus grand bonheur des visiteurs. Immersion à suivre. Dans ce journal également, un chapitre institutionnel. Le président d'Interpol était en visite officielle à Monaco hier. L'occasion de rencontrer le prince souverain, mais également les acteurs locaux de la sécurité avec lesquels il a bien sûr parlé de coopération policière internationale. Lucas Philippe reviendra avec nous sur sa visite. Il sera notre invité exceptionnel ce soir. Et puis nous finirons sur une note apaisante. Hier, l'auditorium Régnier 3 a accueilli un jeune prodige suédois du violon pour un concert de musique de chambre avec des membres de l'OPMC. Évidemment, c'était grandiose. On vous y emmène à la fin de ce journal. C'est sa première victoire en principauté. Le pilote néerlandais Nyck de Vries est donc le grand vainqueur de la première course du e-prix de Monaco. Juste avant de l'écouter, revenons sur sa performance et cette journée que vous avez suivie, Frédéric Elion. Oui, effectivement, Théo, il attendait ça depuis bien près de 4 ans. C'est la fin de la disette pour Nyck de Vries en Formula I. Dernière victoire, c'était au e-prix de Berlin le 15 mai 2022 et le Néerlandais a triomphé donc ici en principauté pour bien cette première des 2 manches de e-prix ici à Monaco. Parti deuxième sur la grille, Nyck de Vries a profité de la stratégie quasi parfaite de son écurie Mahindra pour donc s'imposer devant Mitch Evans qui signe un 5e podium ici déjà en Formula I à Monaco, le néo-zélandais qui réalise une superbe opération puisqu'il prend la tête du classement pilote. Et puis pour compléter le podium, un rookie, l'espagnol Pepe Martí de chez Cupra qui a profité de la pénalité de son coéquipier Dan Ticktum avec cet accrochage à quelques tours de l'arrivée. Antonio Félix da Costa, le portugais qui essaye de le dépasser, le britannique ferme la porte, accident entre les deux pilotes et donc Ticktum qui franchit la ligne d'arrivée 3e mais finalement déclassé. Première victoire donc pour Nyck de Vries cette saison et superbe opération donc pour Mitch Evans qui prend la tête du classement pilote avant la 2e course de demain. Et au terme de cette course, je vous propose donc d'écouter la réaction du vainqueur. Nyck de Vries était au micro de Gaëtan Lebrun au Mediapen. It is very special. I'm fortunate enough to call it my home as well. It's a very special place for me. I've always loved the track. Managed to win 2 times in Formula 2 as well, so to add this one is really important, and it's just great to give the reward to the team that they very much deserve. We had the pace and the energy, and that made the difference because we did the opposite of the leader, but then you're still gonna have the pace and the energy to make those kind of time difference to come out in front. And then it was important to clear Antonio quickly when he came out of the pit lane. Was stuck behind him for like a half a lap and he was out of attack and I needed to use my attack during that point. So I think those 2 points, the energy and clearing Antonio quickly and the pace in the car has been incredible today. So it's never one silver bullet. Les performances de la journée, de nombreux fans les ont suivies aujourd'hui depuis la fan zone officielle du e-prix. Installée sur le quai Antoine Ier, elle est entièrement gratuite et ouverte à tous. Sarah Incari et Alexandra Paolini sont allées la découvrir. Immersion. C'est une agréable surprise, honnêtement. Je ne pensais même pas qu'on pourrait trouver, par exemple, une Formule I sur laquelle on pourrait dessiner. Avec un ami, j'avais une team sur un jeu et du coup, notre sponsor principal, c'était Pepsi. Et mon numéro, c'est le 28 et le sien, le 95. Donc après, je vais dessiner le sien juste à côté. 20 degrés, grand soleil, ce sont les conditions idéales pour profiter de ce week-end d'e-prix au cœur de la fan zone. C'est là que tous les fans se réunissent, notamment pendant les temps morts. Cesare est venu avec son papa de Savone. Ici, le rafraîchissement se mérite. Molto. Siamo appena arrivati e mi sembra organizzata in maniera molto bene, il bimbo si diverte per cui il papà è contento. Dans un même lieu, on se divertit, on se régale et on assiste aux courses sur l'écran géant. Pour immortaliser cette journée, un passage par la boutique de souvenirs est obligatoire. The competitive and the Brazilian pilot, but is very competitive and is very fun to watch. Qu'est-ce qui se vend le plus ? Les casquettes, évidemment. Les casquettes, mais pas que ça. On a aussi les t-shirts, ce qu'on appelle les réplicas. Donc les vrais t-shirts, ceux que portent les pilotes, ceux que portent les équipes des pilotes. Tout est là, effectivement.
Pour les plus grands fans, des ateliers créatifs. Per la mamma. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Entre les gommettes, le maquillage et les perles, la compétition n'est jamais bien loin. J'aime les voitures quand je fais pas d'ski dedans. La fanzone, ce sont de nombreuses activités, dont celle-ci, la principale, le simulateur. Si vous aussi vous voulez essayer, c'est encore ouvert demain, de 9h à 19h. Moi j'y retourne, j'ai besoin d'entraînement. Oui, attention, ça c'est le mur, Sarah. Allez, toute autre chose à présent. En novembre dernier, Lucas Philippe était élu président d'Interpol, la célèbre organisation de coopération policière internationale qu'il connaît bien, puisqu'avant ça déjà, il était délégué du pôle Europe au comité exécutif à Lyon. C'est maintenant le 3e Français à diriger toute l'organisation pour une durée de 4 ans. Il a promis de rendre cette dernière encore plus opérationnelle dans un contexte criminel international, vous le savez, très tendu actuellement. Dans cet objectif, il était en visite officielle hier à Monaco et nous a accordé une entrevue exceptionnel. Rejoignons-le sur notre plateau. Bonsoir Lucas Philippe. Bonsoir Théo. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien sur notre plateau. Pourquoi était-il important pour vous d'organiser cette visite ici à Monaco, seulement quelques mois après avoir été élu à la tête d'Interpol ? Déjà, merci de me recevoir. Je suis à la fois très honoré et très content d'être à Monaco. Alors pourquoi je suis venu ? La réponse est multiple, mais ce qui ressort surtout, c'est que le trisaïeul du souverain, Albert Ier, est celui qui, de manière extrêmement innovante, a eu l'idée d'Interpol en fait. En 1914, il a réuni des chefs de police, une quinzaine de pays, et il a posé les fondements et les valeurs de ce qui est devenu Interpol, en se disant il faut que les polices du monde entier se réunissent, partagent de la donnée, aient une manière standard de communiquer, forment les cadres. Et en fait, aujourd'hui, en tant que président, mon objectif, en fait, c'est de moderniser cet esprit originel, vous voyez. Donc venir ici, en fait, c'est fondateur. Et donc, je suis content de venir à Monaco pour parler à la fois du passé et aussi essayer de se projeter sur le futur, en ouvrant les réflexions sur les possibles, voyez-vous. Alors justement, 1914, ça a été l'acte fondateur un petit peu d'Interpol. Pourtant, Monaco est État membre depuis seulement 1950. Oui, et alors, il y a eu des séquences. 1914, c'est la première réunion des chefs de police judiciaire. Donc ça a donné un peu le ton enquête, vous voyez, au début sur cette organisation. Après, il y a eu la guerre. Donc l'organisation s'est créée en 1923 à Vienne. En 1946, elle vient s'installer à Paris. Donc c'est le général de Gaulle en fait qui fait s'installer le siège à Paris, et donc Monaco rejoint en 1950. Mais je dirais c'est un processus normal. Vous voyez, aujourd'hui on est 196 États membres, mais c'est une organisation qui a grossi en fonction des intérêts, bien sûr internationaux, mais aussi des intérêts nationaux. Alors justement, il y a plusieurs temps forts de cette visite. Vous avez rencontré le prince souverain en audience privée, vous avez rencontré aussi le ministre d'État Christophe Mirmont, Éric Arella pour la direction de la sûreté publique monégasque. Quels ont été les sujets au cœur des discussions ? Qu'est-il ressorti de ces discussions ? Il en ressort la volonté de Monaco d'amplifier sa participation. Monaco est déjà très actif, parce qu'il y a aussi cette culture de l'international qui est dans l'ADN même de la principauté. Donc je dirais que c'est un avantage gagnant, enfin c'est du gagnant-gagnant, parce que plus Monaco donnera, plus Monaco recevra. Donc on a discuté un peu d'un business model qui prend en compte, je dirais, des valeurs, bien sûr aussi l'état de la menace, avec une géopolitique qui s'est fragmentée, la géopolitique s'étant invitée d'ailleurs dans les sujets de police, et puis aussi de la technologie qui vient augmenter notre capacité. Et donc, moi, je suis aussi venu féliciter Monaco sur son engagement. Donc, Monaco participe activement. Monaco déploie aujourd'hui un nouvel outil d'intelligence artificielle qui semi-automatise les échanges de données, vous voyez, par exemple. Monaco va rejoindre l'Académie mondiale d'Interpol, qui est une très belle, on va dire, une université du savoir policier en mode physique et hybride, qu'on organise depuis notre base de Singapour. Et donc, Monaco participe de manière structurelle et fonctionnelle à la montée en puissance de cette organisation, qui est une organisation de police. Interpol s'est bâti sur un art de la structuration de la donnée. Donc, on a 19 bases de données, qui sont des bases de données thématiques,
Par exemple, vous avez des bases de données sur les ADN, vous avez des bases de données sur les véhicules volés, sur les documents perdus, sur du terrorisme, etc. Donc tout ça, ça se calque, je dirais, sur les grands phénomènes criminels. Et puis, c'est une maison aussi qui se parle beaucoup. Donc il y a toute une ritualisation des rencontres, avec une assemblée générale où on décide et on vote. Vous avez des conférences régionales où par région, les pays travaillent sur leurs sujets d'intérêt. Et donc tout ça, en fait, c'est un environnement qui partage du savoir et qui aussi fait des opérations. Donc on fait des opérations massives. On a beaucoup de projets, une cinquantaine, qui permettent en un clic à la fois d'accéder aux données et de faire une opération sur le terrain, sur un sujet par exemple les fraudes en ligne. L'année dernière, 450 milliards de pertes. Donc on se crante sur des sujets, je dirais, qui viennent perturber la vie des gens, des sociétés, bien sûr en lien avec le droit national des pays, et puis aussi des grandes règles de droit international. Mais la beauté, c'est que même quand la géopolitique est perturbée, les 196 États membres, garants d'une neutralité qui est notre signature, continuent de se parler. Et ça, c'est puissant. C'est de la diplomatie technique. Absolument, c'est ce que vous êtes venu justement témoigner, oui, illustrer ici à Monaco. Mais justement, Monsieur le Président, on observe aujourd'hui une recrudescence, une explosion des phénomènes de cybercriminalité liés aux crypto-monnaies, de narcotrafic. On ne sait plus vraiment où donner de la tête. Quelles sont vos priorités aujourd'hui pour gérer tous ces phénomènes-là, pour les contrer ? Votre question, elle est très complexe. Donc déjà, il faut un plan. Donc le plan, déjà, c'est de s'assurer que tous les pays sont embarqués. Ensuite, l'état de la menace, l'état des risques, on l'a. Déjà, on le fait nous-mêmes. Et puis, on compile ceux qui viennent de toutes les organisations, les agences. Donc, on fait cette synthèse et on discute entre nous. Et après, il s'agit de trouver des fonds, de monter des mini-coalitions, d'aller sur le terrain, d'analyser les phénomènes. Donc, puisque à chaque fois vous faites une opération, donc par exemple récemment on a fait une opération contre, vous savez, les brouteurs, tous les escroqueries en ligne. Tant que vous n'avez pas lancé l'opération, vous ne savez pas tellement ce qui va en ressortir. On analyse, on fait des opérations mondiales, on partage du savoir et après on débriefe. Mais ce qu'on ressent nous, c'est que le terrorisme reste au même niveau d'intérêt qu'on a toujours eu en fait, puisque c'est un sujet en fait qui irradie tous les autres. Mais on a élevé le sujet du crime organisé, qu'on considère plutôt comme un sujet de crime très organisé à un niveau de société, à un niveau politique. On considère que le crime organisé aujourd'hui vient déstabiliser des modèles et donc on a mis l'accent sur à la fois bien sûr la cybercriminalité qui est associée à cette polycriminalité, mais aussi on continue de travailler sur les grands trafics qui viennent perturber profondément la vie des citoyens dans les États. Et il y a le sujet de la criminalité financière aussi, qui est un sujet qui nous intéresse, qui s'est extrêmement structuré. Et par exemple, récemment, on a lancé une nouvelle catégorie de notice. On connaît bien la notice rouge, mais on a lancé la notice argent, qui est, sur le modèle de la notice rouge, un outil qui permet de collecter du savoir et d'agir en temps réel, voilà, entre États membres. Et donc, conclusion, Monaco peut être un partenaire stratégique dans les opérations d'Interpol aujourd'hui? Non, Monaco ne peut pas être... Monaco est un partenaire stratégique. Monaco est un partenaire stratégique, comme sont aussi beaucoup d'autres partenaires qui, à la fois, voient un intérêt pour je dirais au niveau national, au niveau régional et au niveau international, à partager de la donnée, éviter des crimes aussi, puisqu'il y a le sujet de la prévention, qui est non détachable de celui de la répression. Et puis aussi, montrer que cette communauté policière, en fait, elle fédère des États, elle contribue à une diplomatie technique, parfois transactionnelle, mais une diplomatie, et surtout, elle embarque les jeunes générations. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Le sujet, c'est le faire, voilà. Merci beaucoup, Lucas Philippe, président d'Interpol, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur notre plateau, en marge de votre visite officielle donc à Monaco ce vendredi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Voilà pour cette entrevue enregistrée hier. Traversons l'Atlantique maintenant. Comme chaque samedi, c'est l'heure de la chronique US de notre correspondant qui nous emmène exceptionnellement aujourd'hui au Québec. Le Canada entretient aussi des liens diplomatiques et économiques avec Monaco. À Montréal, c'est Bita Catalan qui représente la principauté. La consule honoraire au CV impressionnant porte des projets déjà très ambitieux axés sur l'environnement, la technologie et même en lien avec l'industrie aérospatiale. Bastien Bory l'a rencontré. Voici son portrait. L'espace n'a plus les mêmes locataires. 50 ans après une mission Apollo entièrement financée par l'État américain, la privatisation de l'orbite terrestre est une réalité industrielle. Et dans ce marché spatial mondial qui devrait peser 1000 milliards de dollars d'ici 2040, des firmes comme Axiom Space ont déjà pris le relais des gouvernements. This is a very, very exciting time for the space economy. For Axiom Space, we are building the world's first commercial space station that will eventually succeed the International Space Station. We're also building, designing, and will be delivering the next generation spacesuits to NASA for the Artemis missions to the moon. So the first astronauts that land on the moon will be wearing Axiom spacesuits. We've developed very constructive relationships with many of Monaco's growing innovative space community. And this really reflects the trend that space is no longer reserved for major powers only, that many countries of different sizes can contribute meaningfully through innovation, investment, research, strategic partnerships, and niche expertise that Monaco actually has, and participate in this exciting era of this new space economy. Car l'aventure spatiale moderne dépend désormais de deux carburants immatériels, le code informatique et la recherche algorithmique. Le Canada en est un des 5 meilleurs marchés mondiaux et ce sont de logiciels québécois dont dépend la maintenance des infrastructures des missions lunaires Artemis. Montreal, and specifically where I am based, is sitting at the intersection of aerospace, artificial intelligence, advanced research, and a very highly specialized and highly educated international talent. And it creates a very unique position internationally for these various sectors and for Canada to be able to compete in a commercial and global world. And I see these niche expertise technologies that are being developed in Monaco. And I do believe that we have to create a pathway for these companies to communicate with each other and to explore possibilities of collaboration. Rattrapé aujourd'hui par l'impact environnemental de ces filières extractives, le Canada cherche sa rédemption écologique en décarbonant son vaste secteur industriel. Une transition sur 25 ans à laquelle Bita Catalan contribue via la firme Wealth en finançant l'exploration des métaux rares nécessaires à l'économie verte. A green economy that we talk about, it really relies on the technologies that are associated with responsible resource development so that you can scale those projects. So without access to copper, lithium, battery metals, uranium, and all these critical minerals, you can't really create a sustainable future, and you can't complete that transition to a green economy. And part of the work that we do, which sits at the intersection of finance and natural resources and long-term strategic infrastructure, is focused on attracting international capital and connecting this international investors with strong Canadian assets and their management teams. De sa collaboration avec l'UNICEF à sa récente nomination à la tête de la branche canadienne de la Fondation Prince Albert II, la consule honoraire de Monaco à Montréal fait ainsi de la diplomatie par la philanthropie à l'heure où le mécénat international tente justement de compenser le retrait des États-Unis de programmes environnementaux majeurs. When I get up every morning, I'd like to see how can I support whether it's my local community, whether it is my colleagues at work, can I connect them to another organization or another group of people that could provide them support in their projects? I always wanted to make a difference. I know it sounds cliche,
but that was how I was raised by my father, who was a unique individual, who was he believed that if we were given a fair share in the world, we have received more than we should have. Un constat brut, à l'échelle d'une planète où la moitié la plus pauvre de l'humanité ne détient que 2% du patrimoine mondial. Revenons à Monaco, où l'espace Saint-Antoine accueillait hier le 3e tournoi international organisé par l'AS Monaco Lutte. 8 nations étaient représentées pour cette journée de compétition marquée notamment par la présence du prince Albert II, mais également d'une légende de la discipline, le quintuple champion olympique Mireille Lopez. Retour sur l'événement avec Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza. Plus d'une centaine de combattants représentant la France, l'Italie, la République tchèque, la Moldavie, l'Allemagne, la Suisse, la Serbie et bien sûr Monaco étaient réunis sur les tatamis. Jeunes talents et athlètes confirmés se sont affrontés pour une journée de compétition devant un public venu nombreux assister à cette compétition, devenu un rendez-vous important pour la discipline en principauté. Le âge, c'est 8 ans jusqu'à 20 ans. Il y a par catégorie, c'est 10 catégories par chaque âge. On espère beaucoup avoir des médailles parce que nous sommes exprès et s'entraîner des années pour avoir le meilleur résultat. J'espère avoir première place par pays. On espère beaucoup. Sport olympique parmi les plus anciens au monde, la lutte continue de se développer en principauté grâce au travail de l'AS Monaco Lutte et à l'engagement de son président. Aujourd'hui, on a 20 ans. Cette année, on va avoir 20 ans depuis que la lutte existe à Monaco. Et c'est un jubilé très important pour nous. Et on a dépassé plus de 100 licenciés à Monaco. C'est un très bon résultat et on continue à travailler pour bien progresser. Parmi les invités présents, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, mais aussi Mireille Lopez, véritable légende de la discipline. Le Cubain quintuple champion olympique a animé hier une masterclass avec les jeunes lutteurs venus de tous les pays. Nada, en sí es una clase magistral donde estamos intercambiando con estos jóvenes que están empezando lo que es el deporte de la lucha, a la vez haciendo mi función como embajador del deporte de la lucha. Creo que es algo motivacional para todos estos jóvenes el poder estar en estos momentos compartiendo como un atleta de la magnitud en la cual soy yo, 5 veces campeón olímpico. Para ellos un orgullo el poder tener en su deporte un atleta tan extra clase como es el caso mío, pero no, contento de poder, como decía, interactuar, hablar, decirle, contarles de mis historias en las cuales fueron 32 años de carrera deportiva y creo que es mejor uno poder contárselo a ellos mismos en vivo y poder disfrutar cada momento con ellos. Un événement qui confirme Monaco comme un lieu de rencontre incontournable pour les passionnés venus des 4 coins du monde. Musique, l'Auditorium Régnier 3 a accueilli un nouveau concert hier soir, concert de musique de chambre. Il était consacré aux œuvres du compositeur allemand Johannes Brahms et c'est un jeune prodige du violon qui les a interprétés, le Suédois Daniel Lozakovich, accompagné de 5 membres de l'OPMC. Et autant dire que ça valait le détour, le public les a applaudis debout pendant 10 minutes à la fin. Regardez le reportage de José Sacré avec Camille Caloni et Clélia Renaud. Cette musique a été choisie par le cinéaste Louis Malle pour son film Les Amants. C'est le sextuor à cordes numéro 2 en sol majeur de Johannes Brahms au programme du concert de musique de chambre proposé vendredi 15 mai par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec en invité d'honneur l'un des plus talentueux violonistes d'aujourd'hui, Daniel Lozakovich. À ses côtés, Sybille Duchesne, violon, François Duchesne et Raphaël Chazal, alto, Florence Leblond et Alexandre Fougeroux, violoncelle. On a une star avec nous aujourd'hui. On est content d'avoir Daniel qui vient rejoindre la bande des musiciens de l'orchestre. Et voilà, ça va faire un concert un peu original pour nous. I for sure wanted to experience more together with such wonderful musicians, and we are now very good friends, and we have played so many different repertoires that to experience a repertoire that is not very usual in the programs. And this is, I think, is one of the greatest music of Brahms in general. And to do this, to work together and find new secrets and find new emotions from Brahms, it's always a
really a true gift, and to be with such musicians that love music together. Pourquoi la musique de chambre, vous y tenez à ce point? On appartient à un tout, on fait partie d'une collectivité, on est moins mis au devant. Il y a une exigence qui est un petit peu différente dans le fait, en tant que musicien, de devoir se fondre dans un groupe, de faire partie d'une unité. Et la musique de chambre développe d'autres capacités instrumentales, d'autres manières de s'exprimer, d'autres libertés aussi, et d'autres contraintes de s'adapter les uns aux autres. On n'a pas un chef d'orchestre qu'on a à suivre, on est tous un petit peu leaders de notre part et tous interdépendants, mais d'une manière assez différente. Donc c'est un travail qui est assez exigeant, qui prend du temps. Et qu'on aime bien faire. Voilà, c'est important de garder ça en nous, ça fait partie de notre métier de musicien et ça nous change du quotidien de la vie d'orchestre forcément. Le public, totalement conquis et debout, a applaudi longuement ce concert de musique de chambre d'exception. Magnifique. Et avant de refermer ce journal, regardez ces images. Après le rouge pour la Vuelta, le Palais Princier s'est paré de bleu hier soir. Une couleur qui symbolise celle de l'Europe et donc, vous l'aurez compris, de l'arrivée de Monaco à la tête du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Le passage de flambeau avec la Moldavie avait lieu hier et la prise de fonction officielle se tiendra lundi. Nous suivrons évidemment les dossiers portés par la principauté avec grande attention dans ce journal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour vos prévisions météo. Demain, ne manquez pas le début des essais qualificatifs du IPRI dès 10h30 en direct sur Monaco Info avec Frédéric Elion et Franck Philippe au commentaire. On se quitte sur un retour en images du meilleur de cette première journée de course. Les photos sont signées Stéphane Dana. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Monaco Info et je vous dis à demain, 18h30. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, la course du IPRI devrait se dérouler sous le soleil. Hormis quelques passages nuageux dans la matinée, le temps sera globalement agréable. Côté température, le thermomètre affichera jusqu'à 13 degrés le matin et jusqu'à 18 l'après-midi. Les conditions idéal en tribune. Une petite pensée ce dimanche au Pascal, ce prénom qui signifie relatif à Pâques, a connu un boom dans les années 60. Voilà pour l'anecdote. Passez une très belle soirée avec nous sur Monaco Info et à demain.